Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la première saison du cycle IA Santé, co-organisé par la revue pharmaceutique que j'ai le plaisir de représenter et par le cabinet Asteres que Nicolas Bouzou co-présente avec moi. On a consacré cette heure et demie ensemble aux solutions patients liées à l'intelligence artificielle. C'est un sujet évidemment qui concerne énormément d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de recherches autour de cela, beaucoup d'avancées déjà, des preuves concrètes, on va en reparler. C'est l'IA, je vous apprends rien en vous disant qu'elle s'immisce de plus en plus dans le quotidien des Français, bien sûr, qu'ils soient patients mais aussi citoyens, puisqu'on parle aussi beaucoup de prévention et de santé connectée, de mesures de différentes données en amont. Mais bien sûr, l'IA accompagne aussi les citoyens une fois qu'ils sont patients dans le suivi de leur maladie, tout au long de leur maladie. Évidemment, c'est un service qui est aussi adressé pour et par les professionnels de santé. On va essayer aujourd'hui de se concentrer bien sûr sur l'aspect patient, même si tout est lié. Tout cela va dans le sens de ce qui était déjà enclenché, de toute façon, d'un patient encore plus acteur de sa propre santé. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'IA accélère en quelque sorte cette tendance de fond qui existait déjà. Alors les exemples, on va en avoir deux aujourd'hui pour lancer ce débat, bien sûr. Mais on en a plein en tête dans notre entourage ou nous-mêmes à titre personnel. C'est la surveillance de nos signes vitaux. C'est la détection précoce des maladies, ça peut être l'analyse d'images médicales, des applications en santé mentale, on entend aussi beaucoup parler, la gestion de nos prises de médicaments, le suivi des maladies chroniques, bien sûr, là aussi j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler notamment dans un deuxième temps lors de la table ronde, etc., etc. Donc pour rappel, pour ceux qui auraient raté le premier épisode début décembre, le 3 pour être précis, qui était consacré à l'oncologie et l'intelligence artificielle, 2 séquences dans cette heure 30. Une première séquence avec 2 cas d'usage concrets que Guillaume et Camille, ici présents, bonjour messieurs, auront le plaisir de nous présenter. Bonjour. Le tout animé de main de maître par Fabien Nison, journaliste à pharmaceutique, et un deuxième temps que Fabien animera toujours, qui sera lui consacré à une table ronde plus classique pour revenir un petit peu sur ces cas d'usage et élargir le propos de façon un peu plus large. Nous sommes ensemble pour environ 1h30, je crois. Fabien, le plateau t'appartient. Très bien, merci Pierre. Alors pour commencer sur ces cas d'usage, en effet, un sujet qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine, l'apnée du sommeil. C'était d'ailleurs la journée du sommeil il y a quelques jours. C'est un trouble qui touche jusqu'à 30% des personnes de plus de 65 ans, mais aussi des personnes plus jeunes. Il peut avoir de lourdes conséquences sur la santé, donc de fatigue chronique, mais jusqu'aux maladies cardiovasculaires. Mais il est aussi sous-diagnostiqué avec une procédure, la polysomnographie, qui est complexe et souvent réalisée à l'hôpital. D'où l'intérêt de la solution développée par Apnéal. Alors pour nous la présenter, Guillaume Catelin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes cofondateur et directeur des technologies d'Apnéal. Guillaume, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette maladie du sommeil ? Oui, donc l'apnée du sommeil, ça consiste en fait de s'arrêter de respirer pendant la nuit régulièrement. Quelqu'un qui fait de l'apnée sévère, par exemple, va s'arrêter de respirer au moins une fois toutes les 2 minutes en moyenne. Et donc le sujet, c'est que ça a beaucoup de conséquences sur l'oxygénation du corps, des organes. Le cœur va chercher à compenser, l'organisme va finalement avoir un réflexe, on va se réveiller, c'est pas toujours très conscient, et donc on aura un sommeil aussi très fragmenté. Et en fait, c'est assez souvent mécanique, assez souvent obstructif, et de toute manière, ça va se répéter, toutes les heures, toutes les nuits, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et donc l'organisme, à très court terme, on est fatigué, et donc on est de mauvaise humeur, on peut s'endormir au volant, ça a des conséquences très court terme comme ça, mais à long terme, on peut aussi développer des comorbidités cardiaques, des dépressions, donc c'est ça aujourd'hui l'apnée du sommeil. Donc à peu près 20% de la population fait de l'apnée du sommeil. 70% des Français ont des symptômes d'apnée du sommeil. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outil simple pour dépister cette apnée. On est toujours obligé de passer devant le médecin du sommeil pour faire une polysomnographie, et la plupart des Français, par exemple, n'y ont pas accès. Oui, c'est un examen qui est un peu long, avec un casque, avec beaucoup de technologie, et qui prend du temps et qui est aussi cher, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est assez complexe à réaliser. C'est du matériel hyper fiable, avec une expertise très pointue des médecins du sommeil. En revanche, c'est vraiment lourd, avec plusieurs mois, voire plusieurs années d'attente parfois. Il y a des systèmes un peu simplifiés qui peuvent se faire à domicile, mais ça reste assez compliqué à organiser. D'accord, très bien. Alors on voit directement où on va en venir, Guillaume. Votre solution, donc une aide au diagnostic, d'abord,
Peut-être pour le préciser, l'objectif n'est pas tellement de remplacer ces examens de somnographie, mais plutôt de quoi, voilà, justement, d'aider les patients qui peuvent avoir un doute, à les orienter, c'est plutôt ça. En fait, c'est ça, c'est d'agir vraiment en amont. C'est vrai qu'on parle souvent de l'IA comme quelque chose qui va remplacer le travail des gens, et on parle là dans cet exemple des médecins, mais c'est pas du tout le cas dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, les gens n'ont pas accès aux examens du sommeil. Donc en fait, nous, ce qu'on vient, c'est proposer en amont des consultations médicales, un outil pour qualifier le sommeil des patients, pour les aider en fait à franchir le pas et d'aller consulter le médecin. D'accord. C'est vraiment la vocation d'Apnéal, c'est ça, c'est de permettre avec une application mobile d'enregistrer son sommeil. Et en particulier, est-ce qu'on fait des apnées? Donc c'est un dispositif médical, et en fonction du résultat, on le transmet au médecin du sommeil qui décide de faire une prise en charge, et on va lui faire gagner du temps au médecin du sommeil, et ce qui va permettre quelque part d'optimiser les ressources diagnostiques et d'avoir la possibilité de diagnostiquer plus de monde. D'accord. Donc c'est ça qu'on propose, et donc voilà, aujourd'hui on est un partenaire des médecins du sommeil. D'accord, très bien. Alors, une application, est-ce qu'on peut revenir un peu plus en amont? Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les travaux qui ont permis justement de mettre au point ces applications? Qu'est-ce qui a permis d'identifier des pistes en disant « Ah là, il y a effectivement quelque chose à creuser, il faut qu'on y aille ». Oui, donc en fait, moi j'ai un parcours académique de recherche où j'ai fait une thèse de sciences en traitement du signal et machine learning, c'est de l'intelligence artificielle, à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, où je faisais des enregistrements du sommeil, de l'activité cardiaque respiratoire sans contact, des enfants en réanimation pédiatrique. Et il se trouve que j'ai commencé à utiliser les capteurs des téléphones pour rendre accessible cet outil au plus de monde possible. C'était le parti pris de fonctionner avec ce que tout le monde peut avoir dans sa poche. Et à l'issue de ma thèse, donc il y avait des brevets qui ont été déposés. Il y avait une IA en fait qui permettait de mesurer la fréquence cardiaque et respiratoire pendant le sommeil. Et je me suis associé. On a décidé de fonder Apnéal et de s'attaquer à un problème de santé publique majeur, celui de l'apnée du sommeil, qui vraiment, comme je le disais tout à l'heure, va concerner beaucoup de gens, et pour lequel l'IA va vraiment permettre d'apporter une solution concrète. Aujourd'hui, il faut savoir que les examens du sommeil dont on parlait tout à l'heure, la polysomnographie par exemple, sont très pointus, mais ils sont aussi très complexes. Donc le raisonnement de développer un outil, je cherche à mesurer une fréquence cardiaque par exemple, en médecine du sommeil, je vais placer un électrocardiogramme ou un oxymètre de pouls au bon endroit pour mesurer ce signe vital. Et en faisant cela, finalement, comme je cherche à mesurer beaucoup de paramètres vitaux du patient, je me retrouvais avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine de capteurs différents sur le patient, et c'est ça qui aboutit à un système très complet, mais très complexe. D'accord. Et là, le parti pris qu'on a fait, nous, c'est plutôt de partir, au contraire, d'un outil que tout le monde a, qui permettrait, le smartphone, qui permettrait à tout le monde d'avoir la possibilité de faire un bilan sommeil au moins une fois dans sa vie, et idéalement une fois tous les 5 ans, par exemple. Et en fait, cet outil, on s'est dit, quel est le meilleur endroit pour le placer, pour enregistrer des signes vitaux, le maximum de signes vitaux qui pourraient fournir les informations dont le médecin du sommeil a besoin et qui pourraient permettre de développer une IA capable de détecter automatiquement des apnées du sommeil, c'est la poitrine. Donc on a décidé de placer le téléphone sur la poitrine du patient avec un sparadrap, en mode avion, par-dessus le pyjama. On a 1000 patients qui ont fait ça en études cliniques l'année dernière. Et en fait, on fait des enregistrements comparés entre ce que l'accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, donc ça c'est des capteurs de mouvement du téléphone, enregistre au niveau de la respiration, l'effort respiratoire, la position du dormeur, les mouvements, les battements cardiaques. Donc c'est quand même très très fin, très sensible, ce genre de capteur. Et également le microphone du téléphone qui va enregistrer les sons de la respiration, les ronflements, les sons de suffocation, est-ce qu'il y a des irrégularités. Et en fait, tous ces enregistrements sont faits au niveau du téléphone et sont envoyés le lendemain matin à notre IA, à nos serveurs en fait. Et nous, ce qu'on a fait, c'est justement des algorithmes qui vont faire de l'apprentissage, ce qu'on dit supervisé, qui vont, pendant nos études cliniques, les gens dormaient avec la polysomnographie, qui a été vérifiée par les médecins, et avec le téléphone. Et en fait, on fait apprendre ce que les médecins experts
ont indiqué à partir des signaux de polysomnographie, mais nous, on les fait apprendre pour que ça puisse fonctionner avec en entrée les signaux du téléphone. D'accord. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. C'est ça, exactement. Entre les données qui sont récoltées par le téléphone et celles qui ont été récoltées par la polysomnographie, qui a permis d'étudier les données de la polysomnographie pour après les répliquer au niveau C'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, le médecin, en fait, a cette expertise en polysomnographie d'observer une canule nasale, par exemple, qu'on met dans le nez pour mesurer le débit d'air qu'on inspire, l'oxymètre de pouls. Donc, il a aujourd'hui une dizaine de signaux, une quinzaine de signaux qu'il regarde et qui lui permet de dire, là, je vois une apnée, là, je vois un micro-éveil, là, je vois tel stade de sommeil. Eh bien, nous, on a des signaux qui sont un peu différents, qui sont en fait beaucoup plus bruités, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'informations sur peu de signaux et on va surtout aller chercher, attirer le maximum d'informations des peu de signaux qu'on enregistre. D'accord. Et c'est là où l'IA est très performante parce que ça, on peut le faire visuellement, mais ça prend beaucoup de temps. C'est ça, oui. Et l'IA permet de faire gagner du temps et de le rendre automatique, en fait, quelque part. Et pour nous, c'est suffisant, en fait, pour avoir un outil de dépistage. Il est beaucoup moins complet que ce qu'on peut avoir en polysomnographie. Voilà, on ne cherche pas à remplacer l'outil de diagnostic, mais en revanche, il est suffisant pour vous dire, vous faites de l'apnée, à quel niveau de sévérité et qu'est-ce que vous devez les faire avec ça? Qu'est-ce que le médecin vous recommande de faire avec ça? Et ce qu'on fait, en fait, c'est justement de l'IA qui est interprétable. Le médecin peut regarder ce qu'a enregistré le téléphone, comprendre pourquoi il a trouvé une apnée à tel endroit, pourquoi il a trouvé tel autre événement à un autre endroit, comprendre le résultat qu'a donné l'IA. Et c'est ça qui l'aide aussi à prendre une décision médicale. Tout à fait. Et pour ça, de toute façon, ensuite, il y a une validation clinique avec de la réglementation, des certifications qui permettent d'encadrer ça. D'accord, c'est typiquement un dispositif de préorientation des patients sur une pathologie qui effectivement peut toucher beaucoup de gens. Et voilà. Et c'est ça, et de suivi, c'est-à-dire que de suivi de titration. Donc, quand un patient est traité pour l'apnée du sommeil, on va lui proposer donc il y a plusieurs types de traitements possibles. Mais si je prends un traitement qui est assez, on va dire à la mode, c'est les orthèses d'avancée mandibulaire. Donc, c'est par exemple une sorte d'appareil dentaire que vous allez porter pendant la nuit et qui va vous pousser un peu la mâchoire pour vous aider à dégager un peu vos voies aériennes et vous aider à respirer pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est très difficile à régler parce que c'est une orthèse comme ça, c'est pas connecté. On ne sait pas à quel point ça corrige bien les apnées à un instant T. Donc en fait, le patient doit faire des allers-retours chez son médecin, chez le dentiste, pour régler correctement cette orthèse. Et quand il repart de sa consultation, on lui dit si vous avez l'impression d'avoir mieux dormi, ça veut dire que c'est bien réglé. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est mal réglé. Il faudrait essayer de régler. Il faudra revenir. Et en fait, c'est très compliqué de proposer un traitement efficace dès le début. Et c'est là où typiquement Apnéal peut être très utile parce qu'on va fournir un outil de monitoring pour savoir si le traitement est bien réglé et si c'est pas le cas. Si on change le réglage, est-ce que ça améliore, est-ce que ça réduit les apnées? Et en fait, typiquement, dans ce cas-là, comme dans le cas du dépistage, il n'y a rien qui existe aujourd'hui. Vous n'avez pas d'outils pour faire la titration comme ça. Vous n'avez pas d'outils pour faire le dépistage à part des questionnaires qui montrent complètement leurs limites cliniques. Donc c'est là où en fait l'IA est aussi un outil pour les médecins au service du patient. Tout à fait. D'accord. Alors, les patients, justement, vous en avez parlé un peu avec cet essai clinique qui a été mené auprès de 1000 patients. C'est énorme. Hein. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit assez rarement, des essais de cette ampleur. Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, vous nous avez pas des résultats. Je voudrais que vous me parliez un peu aussi des attentes des patients. Est-ce que vous y avez répondu? Est-ce qu'il y a eu certaines difficultés? Est-ce que c'est vrai qu'on rentre aussi dans un système où les patients sont amenés à utiliser même les outils, à se mettre leur smartphone sur la poitrine également? Alors voilà, comment ça s'est passé? Donc en gros, aujourd'hui, on a fait une première étude en 2022 sur 45 patients qui a montré 90% de corrélation entre en fait, l'indice d'apnée-hypopnée, c'est le nombre d'apnées que vous faites par heure de sommeil, mesuré par la polysomnographie et mesuré par Apnéal. Donc, c'est des performances qui sont très bonnes et tout à fait suffisantes pour faire du dépistage ou du suivi. On a eu besoin de faire une étude plus conséquente. Donc, on a même monté 2 études depuis l'année dernière, 2 fois 500 patients, en France, en Allemagne, en Espagne,
à l'hôpital et en ambulatoire. Mmh. Donc ça, c'est nos études de validation qui nous permettent d'aller ensuite chercher un certificat de dispositif médical, oui. le marquage CE, d'aide au diagnostic. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, mais on est en train d'y arriver. Et aujourd'hui, donc le retour des patients, donc sur ces études-là, c'est des études de validation où en fait le téléphone restait entre les mains du médecin. D'accord. Donc c'est le médecin qui installait. Donc c'est vraiment le principe, c'est est-ce que le téléphone est capable d'enregistrer. Bien sûr, oui. Et ensuite, pour répondre à la question, est-ce que le patient est capable d'utiliser son téléphone pour faire un examen du sommeil, on organise des tests d'usabilité. D'accord. Et donc ces tests d'usabilité, ils ont justement pour but de voir est-ce que le patient peut se connecter, peut comprendre les instructions, pour poser son téléphone, est-ce qu'il peut dormir avec pendant la nuit. Et donc ça, on a depuis l'année dernière, on organise sur des dizaines de patients des tests d'usabilité comme ça. On a intensifié un petit peu les choses en début d'année en sortant une première version un peu prototype de l'application, mais qui permet à des gens de tester et d'enregistrer ses apnées et de faire une expérience complète en fait d'apnéale, même si c'est dans un cadre très restreint, très spécifique réglementairement parlant. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, en fait, comparent ça à l'examen de référence à la polysomnographie ou même la polygraphie ventilatoire qui est un peu simplifiée. C'est beaucoup plus confortable. On peut dormir avec, sur le ventre, sur le côté. Je peux me lever pendant la nuit avec mon téléphone positionné comme ça. Et ça fonctionne très bien. On a même développé un harnais qui permet de placer le téléphone à la place du sparadrap, ce qui rend les choses un peu plus simples quand on veut faire plusieurs nuits d'affilée. Ce qui d'ailleurs n'est pas possible aujourd'hui de faire quand on fait une polysomnographie ou une polygraphie ventilatoire. C'est très rare que ça soit autorisé parce que c'est très cher, alors que les médecins le recommandent. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Parce que d'une nuit à l'autre, on peut faire plus ou moins d'apnée. Et donc, les gens dorment avec le téléphone. On a des très bons retours. Et le témoignage typique, c'est des gens qui viennent nous voir en nous disant « Je suis sûr que je fais de l'apnée du sommeil, parce que je ronfle énormément, on m'en parle depuis des années ». Je suis fatigué, on m'a déjà observé en train d'arrêter de respirer pendant la nuit. Ça, c'est très caricatural. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais il y a des gens chez qui c'est vraiment caricatural comme ça. Mais pour autant, j'ai pas envie d'aller consulter le médecin du sommeil parce que ça me fait peur, parce que j'ai pas le temps, parce que on m'a proposé un rendez-vous dans 6 mois. Ça me semble compliqué. Et donc là, les gens aujourd'hui, en revanche, ils sont prêts à tester une application pour chez eux en 24 heures, simplement enregistrer leur sommeil. Ils le font, donc chez les personnes à qui on a proposé cette expérience, avec le résultat qui effectivement a parfois trouvé beaucoup d'apnée. Là, ils nous disent je comprends. Là, j'ai compris. Là, on a mis le doigt sur quelque chose. Ça explique ce que je ressens dans ma vie de tous les jours depuis des années. Et je comprends la nécessité d'aller consulter le médecin du sommeil. Donc, c'est décidé, j'ai pris mon rendez-vous. Et en fait, aujourd'hui, l'expérience, elle est encore partielle. Mais ce qu'on est en train de construire, nous, c'est un réseau de médecins du sommeil qui permet ensuite de faire directement le lien entre le patient et donc son professionnel de santé, son médecin traitant par exemple, et le médecin du sommeil pour bénéficier d'une prise en charge accélérée. Parce qu'en fait, à partir du moment où il a déjà fait un examen apnéal, où on lui a déjà fait remplir ses questionnaires sommeil, du côté du médecin du sommeil, lui, ça va aller beaucoup plus vite. Et en plus, il pourra décider de quel type d'examen proposer. Est-ce qu'on va proposer une polysomnographie, si c'est un peu plus complexe que purement une apnée du sommeil, ou une polygraphie ventilatoire, si on a mesuré qu'il y avait beaucoup d'apnée, que ça serait suffisant pour poser un diagnostic. Et donc, le médecin gagne du temps, le patient gagne du temps, et à la fin, on a des gens qui, effectivement, se retrouvent chez le médecin du sommeil alors qu'ils ne seraient pas allés. Tout à fait. D'accord, très bien. Guillaume, je retiens effectivement au niveau de l'évolution de votre dispositif, de votre travail, donc ces tests cliniques qui ont permis de mettre en valeur la qualité technique du dispositif, mais aussi ces tests d'usabilité que je trouve très intéressants, qui permettent effectivement de s'assurer que le patient prend bien les choses en main. Vous en êtes où maintenant au niveau de l'approbation? Est-ce que est-ce qu'on peut télécharger aujourd'hui Apnéal sur son smartphone et puis s'en occuper soi-même, ou voilà, vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc vous ne pourrez pas trouver Apnéal là sur l'App Store aujourd'hui. En revanche, vous pouvez aller sur le site d'Apnéal, apnéal.ai, et demander un accès anticipé. En fait, nous, on est en train de préparer la sortie de l'application dans une version un peu simplifiée en avril.
Ça, c'est notre première étape. Enfin, on a passé c'est une application grand public ou alors vous allez vraiment rester en lien avec les médecins? C'est une application qui va rester en lien avec les médecins, mais ça sera disponible pour le grand public. C'est-à-dire que on veut permettre à la fois aux médecins de proposer à leurs patients d'utiliser Apnéal pour faire un dépistage. Donc aujourd'hui il y a des médecins qui nous sollicitent pour ça, des médecins du sommeil, mais aussi des professionnels de santé de première ligne, des kinés, des dentistes, des psychiatres, des cardiologues, des médecins généralistes. On a des demandes de leur part, donc on leur fournit l'outil pour permettre d'avoir une vue de quels patients ont fait le dépistage, comment proposer facilement un dépistage à leurs patients. Donc ça, c'est une demande de leur part. Vous prenez des psychiatres, par exemple, ils ont parfois besoin de savoir si le patient fait de l'apnée du sommeil avant de prescrire des anxiolytiques, qui peuvent augmenter les apnées et par-delà augmenter la fatigue et ça n'améliore pas des syndromes dépressifs. D'accord. Et en parallèle, il y a aussi des patients qui viennent nous voir spontanément hors parcours médical. Donc nous, ce qu'on essaye, là, c'est de leur proposer aussi une solution, mais pour les amener ensuite vers un professionnel de santé. Donc ça, en fait, c'est aussi nous notre vision des choses, c'est que on développe un dispositif médical au service des médecins, parce qu'on pense que c'est là où on peut vraiment apporter de la valeur. Dans le parcours de soins. Créer un parcours de soins spécifique à ça. Si vous avez une montre, un objet connecté qui vous envoie des alertes, c'est très bien, mais le médecin aura du mal à en faire quelque chose. Bien sûr. Donc là, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc notre démarche réglementaire, c'est on a eu une première certification l'ISO 13485. C'est un jargon un peu compliqué, mais en gros, c'est notre première étape réglementaire. On a été audité en janvier. On sort un dispositif médical classe 1 qui est un peu simplifié. En avril, mais qui permettra quand même de faire le lien avec le médecin du sommeil. Et ensuite, on a des audits en juin qui nous amèneront plus tard dans l'année à être un dispositif d'aide au diagnostic donc marqué CE classe 2A. Et dès avril, ça sera possible de télécharger l'application et de faire des examens du sommeil en lien avec des médecins. Très bien. Guillaume, juste une dernière question en quelques secondes. Vous faites aujourd'hui l'apnée du sommeil. J'imagine qu'avec toutes les données que vous pouvez récolter, que le smartphone peut récolter en une nuit, il y a peut-être la possibilité d'identifier, de diagnostiquer d'autres maladies à l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on est une petite équipe et on est très focalisé sur cette partie apnée du sommeil. Mais c'est aussi possible, par exemple, d'enregistrer des arythmies cardiaques. Donc je parlais tout à l'heure du fait qu'on pouvait mesurer la fréquence cardiaque. On peut vraiment, c'est ce qu'on appelle la séismocardiographie. Chaque battement du cœur génère une vibration qui est mesurée par l'accéléromètre et qui est même parfois entendue par le microphone. Et ça, on voit des gens qui ont des arythmies. Donc pour les dépistages de troubles tels que la fibrillation atriale, c'est très intéressant, d'autant plus que parfois il y a des couplages cardio-respiratoires et apnée du sommeil et ce genre de maladie. Donc c'est une sorte de holter qu'on pourrait rendre disponible également. D'accord, très bien, merci Guillaume. Alors après cette première partie sur l'IA, donc dans sa forme d'outil de dépistage auprès des patients, on va parler davantage de l'IA au service des médecins pour accompagner la consultation médicale notamment. Alors c'est l'ambition de JED que va nous présenter Camille Thienot. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO donc, de la société. Camille, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre travail? Quelle est l'ambition de JED dans le parcours de soins? Alors, JED, c'est une solution d'intelligence artificielle en santé numérique dont l'ambition est d'améliorer l'expérience de consultation pour les patients et pour les soignants. C'est un outil qui est principalement à destination des soignants, mais qui s'insère dans le parcours de soins entre les patients et les soignants. Donc, les patients interagissent également avec JED et on fait deux choses pour eux. Un premier volet qui est un volet productivité. Donc on aide les soignants à collecter le maximum d'informations de santé en amont des consultations pour arriver le mieux préparé dans les consultations et gagner du temps. Et on fait tourner une intelligence artificielle ambiante pendant les consultations qui permet aux soignants de se concentrer sur leurs patients plutôt que de se concentrer sur l'ordinateur. Donc ça, c'est le premier volet qui est un volet productivité. Et le deuxième volet, c'est un volet d'aide à la recommandation clinique. Et donc, on pousse par intelligence artificielle des suggestions de prise en charge de recommandations cliniques qui sont basées sur les directives des sociétés savantes
et qui permettent donc in fine de mieux prendre en charge les besoins des patients. D'accord. Au niveau de votre développement, vous en êtes où aujourd'hui? C'est des solutions qu'on peut déjà retrouver dans les cabinets de ville, à l'hôpital ou... Alors dans certains cabinets, oui, on s'est lancé assez récemment, puisque le démarrage opérationnel a commencé en septembre de l'année dernière. D'accord. On a tout d'abord eu une phase de R&D, de s'assurer que l'intelligence artificielle fonctionnait bien. Ensuite, on a fait un premier essai avec des patients dans le cadre d'un partenariat qu'on a fait avec l'Institut national du cancer du Brésil à Rio et qui nous a permis d'intégrer les feedbacks patients. Et depuis cette semaine, on est présent dans 4 hôpitaux tests où les patients et les médecins bénéficient de GED. La prochaine étape, c'est à partir de la fin du mois, de faire véritablement le lancement commercial et qui rendra GED accessible à bien plus de soignants et de patients en France. Oui. D'accord, aujourd'hui plus à l'hôpital qu'en ville pour l'instant, mais peut-être en ville après on se concentre plus à l'hôpital qu'en ville pour l'instant et c'est lié au fait qu'on est en oncologie et que la part d'oncologie en hôpital est plus importante. Bien sûr. À terme, est-ce qu'on ira en ville? Probablement, mais le gros du travail aujourd'hui, il est sur l'hôpital. Oui. Tout à fait d'accord. Alors, d'un point de vue technique, comment s'est passé ce développement? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y a eu des essais aussi, des essais en consultation? Est-ce que vous avez des résultats à nous présenter? Oui, bien sûr. Donc, on a eu 2 phases de recherche. Une phase de recherche qui était purement algorithmique, qui a donné lieu à des publications dans des journaux de référence en oncologie. Et là, ce qu'on a mesuré, c'était vraiment sur l'intelligence artificielle, s'assurer que ce qui sortait des algorithmes était de bonne qualité, qu'il n'y avait pas de fausses informations, donc d'hallucinations, qu'à l'opposé, il n'y avait pas d'informations véritables, mais qui étaient qui passaient à la trappe lors des synthèses qui étaient générées. Donc il y a d'abord eu tout cet exercice de validation en fait de l'algorithme de l'intelligence artificielle. Ça c'était la première partie. Et ensuite dans la phase de test avec des patients qu'on a fait au Brésil, là ce qu'on a mesuré c'est plus l'impact sur les utilisateurs. Donc côté patient, ce qu'on a vu c'est un taux d'usage très élevé, plus de 95%, et un taux de satisfaction très élevé d'utilisation de l'application. Et du côté des médecins, on a pu mesurer des gains de temps qui s'élèvent entre 5 et 15 minutes par consultation. Alors, comme ça peut ne pas paraître énorme, mais en fait, si on enchaîne des consultations toute la journée, ça peut représenter un gain de près d'1 heure et demie, 2 heures dans la journée, ce qui est significatif. Et enfin, ce qu'on a mesuré dans cette phase-là, c'est la qualité de la documentation automatisée par intelligence artificielle qui sortait. Donc on a regardé les rapports de GED par IA et les rapports qui étaient écrits par des médecins. On a fait une revue, ce qu'on appelle en double aveugle, et ce qu'il en est ressorti, c'est que dans 76% des cas, les comptes rendus par intelligence artificielle étaient au moins aussi bien que ceux générés par des humains. D'accord. Une petite curiosité, pourquoi le Brésil? Qu'est-ce qui vous a emmené aussi loin pour faire les essais? Alors, c'est 2 choses. La première chose, c'est il se trouve qu'on avait des contacts au Brésil quand on leur a parlé de l'idée. Ils ont été tout de suite extrêmement enthousiastes pour tester ça. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue processus d'approbation réglementaire, la réalité du Brésil est très différente de celle de la France, donc c'est beaucoup plus facile de faire ce genre d'expérimentation dans un pays comme le Brésil qu'en Europe ou aux États-Unis. D'accord, très bien. Donc vous êtes arrivé après en France avec ces 4 hôpitaux en présentant les données, c'est ça? Exactement. Donc c'est des choses qu'on directement tilté pour les médecins, ils ont tout de suite vu ce qu'ils pouvaient y gagner? Oui, ils ont tout de suite vu ce qu'ils pouvaient y gagner. Alors on a eu des médecins qui ont été enthousiastes sur l'ensemble du produit, des médecins qui ont été enthousiastes sur la partie pré-consultation qui interagit avec les patients puisqu'ils ont le sentiment que les consultations sont tellement courtes. En suivi de radiothérapie, ça dure même pas 10 minutes. Que les patients n'ont pas le temps de tout dire. Et en fait, comme les patients n'ont pas le temps de tout dire, on manque des informations clés qui ne permettent pas d'ajuster les traitements derrière. La deuxième chose, c'est vraiment sur la partie IA ambiante. On est tombé face à des médecins qui sont ravis de ne plus être derrière leur ordinateur, mais de pouvoir parler librement. Et enfin, la dernière chose qui suscite de l'enthousiasme, c'est vraiment sur la partie recommandations cliniques. Parce que en poussant les dernières recommandations des sociétés savantes, comme l'INCA ou comme l'ESMO, ça permet aux médecins de rester à la page. Il y a plus de 300 nouveaux traitements qui sortent de façon en oncologie tous les ans. Donc en fait, c'est un travail conséquent d'être à jour de ces traitements. Et donc ça permet non seulement aux médecins
d'être au courant des évolutions. Et ça permet même dans certains cas, dans des cas de déserts médicaux par exemple, où il peut y avoir un peu moins d'oncologues médicaux et un peu plus de radiothérapeutes, et bien que les radiothérapeutes fassent un peu plus d'oncologie médicale, puisqu'ils ont plus de billes pour le faire par rapport à avant, où ils faisaient principalement de la radiothérapie. D'accord. C'est vraiment sur la partie recommandation que se concentre l'intelligence artificielle en pouvant justement absorber toutes les publications qu'il peut y avoir. Alors ouais, sur les trois, c'est-à-dire sur la partie collecte de données, et ça c'est important, mais les patients, l'intelligence artificielle va générer une synthèse en fait des données qui sont remontées. D'accord. Et cette synthèse elle est accessible aux patients. Donc on voit l'IA en action. D'accord. Et on pense que c'est quelque chose d'important pour aussi construire de la confiance avec les patients, dire que c'est pas une boîte noire mais qu'ils voient vraiment le résultat. Ensuite le deuxième volet c'est vraiment sur l'IA ambiante puisque à partir d'une discussion, ça va générer des comptes rendus médicaux complets. Et enfin, le troisième volet, qui est le plus difficile techniquement, c'est celui-ci, c'est la partie recommandation clinique. Tout à fait. D'accord, partie recommandation. Pour les patients également, est-ce que c'est facilement compréhensible de se dire je vais voir mon médecin, je vais parler, tout ça va être enregistré, va être mouliné par des algorithmes, par l'IA, je suis pas trop au courant de ce que c'est. Il faut en parler, il faut ouvrir un dialogue de fiche pratique. Il faut complètement en parler. Alors ça passe par deux choses. La première, c'est que quand ils interagissent avec GED, comme ils voient la synthèse qui est générée par l'intelligence artificielle, alors ça ressemble beaucoup à ChatGPT, c'est-à-dire on voit le texte s'écrire progressivement sous les yeux, et les patients sont capables de dire je suis d'accord avec ce qui est ressorti ou je ne suis pas d'accord, je veux apporter des précisions. Donc, on leur dit d'avance quelque part que c'est un outil d'IA. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on demande aux médecins, quand ils commencent la consultation, de prévenir les patients qu'il va y avoir une IA ambiante et de leur dire deux choses en fonction de la sensibilité du patient. La première chose, c'est de faire un peu de pédagogie pour l'expliquer que grâce à l'IA ambiante, ils vont être plus présents avec les patients et donc ils vont pouvoir plus se concentrer sur la pédagogie et la discussion humaine plutôt que de taper derrière leur ordinateur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour ceux qui le souhaitent, en fait, ils les rassurent sur le côté protection des données, conformité avec le RGPD, pour s'assurer qu'en fait, il n'y a pas de risque pour les données personnelles des Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc, il y a effectivement tout. C'est une question que j'aurais pu vous poser aussi, Guillaume, sur les données. Est-ce que on sait qu'il y a quand même une certaine méfiance des patients parfois à l'égard de ce qu'on peut faire de leurs données. Vous aussi, vous avez cette transparence, vous veillez à bien informer les patients? Oui, nous, donc c'est, en fait, ça fait partie de toute façon du cadre réglementaire des dispositifs médicaux et du RGPD. Et donc, nos algorithmes sont développés en interne, donc on maîtrise tout ça et ça reste sur nos serveurs. Et donc oui, et ça on informe. On a des prérequis, c'est sûr. On doit enregistrer les mouvements et les sons pendant la nuit. Mais tout ça c'est fait en conformité avec le RGPD, avec une information auprès du patient pour être en conformité. Ouais. D'accord. Camille, une question de nos auditeurs de Serge Laborde, qui est président de l'association Aussitôt, qui, à mon avis, s'interroge sur cette partie recommandation notamment. Alors, est-ce que cette IA peut faire un pré-diagnostic? Est-ce que c'est des recommandations? Voilà, plus précisément, qu'est-ce que produit l'IA aux médecins? Alors, ces recommandations, elles interviennent à deux moments dans le parcours de soins. La première, c'est à partir des données qui ont été remontées par le patient en amont des consultations. Donc, ils sont un mélange de données déclaratives et on leur donne la possibilité de télécharger en fait les résultats de leurs examens. L'IA va faire des recommandations pré-consultation pour dire au médecin, a priori, il faudra creuser ce point. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie où interviennent les recommandations, c'est suite à la consultation. À la fin de la consultation, le médecin va valider la consultation. Et là, l'IA va pousser des recommandations qui sont un peu plus poussées du côté thérapeutique. Et pour cette partie-là, ces recommandations, elles sont sourcées. C'est-à-dire qu'elles renvoient directement vers les guidelines de l'INCA, de l'ESMO. Et ça permet aussi de rassurer aussi les médecins et de se dire s'ils cliquent, ils accèdent en fait au texte exact ou au papier de recherche exact qui va dire pourquoi
cette recommandation a été faite pour ce patient. D'accord. Mais nous, GED, nous-mêmes, on n'émet aucune recommandation de nous-mêmes. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, on pointe vers les recommandations pertinentes qui existent. D'accord, des sociétés assurantes. Très bien. Une dernière question pour clôturer sur cet aspect medical device. Sur l'environnement français, je voulais savoir, est-ce que vous êtes bien en France? Est-ce que c'est un terrain intéressant pour développer une solution d'intelligence artificielle? Alors oui, moi je suis convaincu qu'on est bien en France et je l'aurais pas fait ailleurs, sachant qu'un de nos cofondateurs est américain, donc on a eu l'option quand même d'aller aux États-Unis. Mais ce qui est ressorti assez rapidement, c'est que intelligence artificielle santé, eh bien, la France est en pointe dans le domaine de la santé, avec des hôpitaux qui sont à la pointe de la recherche. Et Paris notamment est un hub pour l'intelligence artificielle, avec c'est relativement facile de trouver des talents de grande qualité en ingénierie, en intelligence artificielle. À côté de ça, on a des systèmes d'accompagnement au financement public, BPI, des incubateurs santé spécialisés et tout, qui font que l'environnement est globalement très très favorable à l'innovation en IA en santé. Après, moi, j'ai deux sujets où je pense qu'on pourrait peut-être un peu progresser. Le premier sujet, c'est sur la partie réglementation. Alors, la réglementation européenne, voilà, n'est pas un problème, mais parfois l'application de la recommandation peut être un peu difficile, et je pense que vous avez dû en faire l'expérience. Mais typiquement, les processus de certification de dispositifs médicaux, il y a beaucoup de goulets d'étranglement aujourd'hui avec les organismes notifiés, et ça prend beaucoup de temps. Et je pense que dans d'autres pays, ça pourrait être beaucoup plus rapide que ça. Le deuxième sujet, dans mon cas, c'est le sujet d'interopérabilité des données de santé. En fait, pour faire de la bonne intelligence artificielle, il faut avoir accès aux données. Il y a une volonté publique que les données soient de plus en plus interopérables, partageables et ainsi de suite. Mais en pratique, nous, il y a des hôpitaux qui nous disent on est désolé, on peut pas travailler avec vous parce que nos systèmes ne sont absolument pas interopérables. Donc voilà, c'est un peu les deux sujets sur lesquels il faudrait progresser pour que ce soit vraiment meilleur et monter au niveau d'au-dessus. Très bien, ça marche. Merci beaucoup Camille, merci Guillaume pour ces éclairages sur l'intelligence artificielle au service des patients. Alors je vous invite à rester en ligne, on se retrouve dans 1 ou 2 minutes maximum pour la table ronde. Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle la vie des patients? À tout de suite. Et c'est reparti. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde de la deuxième session du cycle IA et santé sur un sujet aussi passionnant qu'incontournable. Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle la vie des patients? Alors l'IA en santé, en effet, ce n'est plus la science-fiction, elle est déjà là, discrète mais efficace, que ce soit pour analyser les examens médicaux, personnaliser les traitements ou surveiller l'état de santé des patients à distance. On a d'ailleurs parlé tout à l'heure. Évolution logique de la médecine ou révolution, elle peut aussi créer certaines inquiétudes. Alors, que change l'IA concrètement pour les patients? Est-ce qu'elle leur permet d'être mieux soignés, mieux accompagnés? Réduit-elle les inégalités d'accès aux soins ou au contraire, faut-il craindre de nouvelles barrières? Pour répondre à ces questions, quatre experts avec, à ma droite, Elisabeth Moyal. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors vous êtes chef du service de radiothérapie de l'Oncopole de Toulouse. Donc vous nous ferez part de vos travaux dans le domaine avec des exemples concrets d'IA déjà utilisés en médecine. À vos côtés, le professeur Guillaume Assier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes endocrinologue à l'hôpital Cochin et directeur de la chaire IA en santé de l'université Paris-Cité. Alors vous nous apporterez notamment vos éclairages sur l'intégration de l'IA dans la pratique médicale. Et enfin Gérard Raymond. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes président de France Asso Santé, donc le porte-voix des usagers du système de santé. Vous nous apporterez donc une vision concrète de ces innovations dans le quotidien des patients. Et pour commencer, Gérard, justement, ces patients, comment perçoivent-ils aujourd'hui l'intelligence artificielle dans les parcours de soins? Plutôt enthousiastes ou encore réticents? Je dirais entre les deux, mais il est bien évident que depuis quelques années, du fait aussi que le milieu associatif s'est beaucoup préoccupé du numérique en santé et de bien comprendre effectivement les enjeux de cette révolution technologique pour améliorer le système de santé. Nous avons été partie prenante dans les stratégies et nous avons constaté qu'effectivement les patients, ceux atteints de pathologies chroniques,
aujourd'hui, à plus de 70%, sont favorables à l'évolution de ces nouvelles technologies pour être mieux soignés pour eux-mêmes. Et nous continuons, nous-mêmes, au sein de France Asso Santé, à travailler avec notre groupe de travail. Et nous venons de sortir un dernier manifeste des usages responsables, éthiques et centrés sur l'humain. Donc nous considérons qu'effectivement, il faut que ces nouvelles évolutions, que ce soit du numérique en santé et de l'intelligence artificielle qui en découle, soient éthiques et centrées effectivement sur l'humain. D'accord. Vous avez dit 70% de patients qui sont en leur faveur, 30% qui ont peut-être des doutes. Quels sont ces doutes? Les doutes, tout d'abord, c'est les mêmes réflexions que peuvent mener certains. C'est effectivement, on veut pas être dominé, on veut pas être surveillé en permanence par ces outils. On veut pas être sanctionné aussi par ces outils-là. Ça, c'est la première des choses. On veut pouvoir garder notre libre arbitre et pouvoir effectivement continuer à échanger avec les professionnels de santé. Et ces outils doivent nous permettre d'avoir notre propre expertise pour pouvoir, une expertise profane avec une expertise scientifique, donc pouvoir s'enrichir mutuellement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième crainte aussi, c'est sur l'entrepôt de ces données de santé, la réutilisation de ces données de santé. Et là, tout un débat, effectivement, aujourd'hui, sur la souveraineté, sur effectivement la sécurité de ces données de santé, de leur réutilisation. Ce sont des sujets que nous abordons quotidiennement aujourd'hui. Tout à fait. Gérard, on l'a vu tout à l'heure avec Apnéal, donc cette solution sur smartphone pour diagnostiquer l'apnée du sommeil, où le patient est amené à lui-même installer le dispositif sur lui-même. Donc c'est vrai que sur beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, on voit quand même que les patients ont un rôle un peu plus important à jouer dans les soins, que ce soit du diagnostic. Est-ce qu'ils sont prêts aussi à prendre un rôle un peu plus important? Je pense que les patients sont prêts. Alors, encore une fois de plus, il faut les former, les éduquer, les accompagner à bien comprendre la pathologie. J'ai l'habitude de dire que moi, on m'a pas appris le métier de patient, j'avais choisi un autre métier, puis je suis tombé patient, donc j'ai beaucoup demandé aux professionnels de santé de me former au métier de patient. Bon, voilà, donc, et les patients sont demandeurs d'être libres et de pouvoir bien comprendre ce que peuvent apporter ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux outils. Je suis diabétique de type 1, je suis bardé de capteurs, y compris de pompes implantées. Donc, bien comprendre à quoi ça peut me servir pour moi-même, effectivement. Servir aussi mon équipe traitante qui me suit aujourd'hui à distance. Donc, c'est très bien. Donc, ça permet effectivement de rendre le patient beaucoup plus acteur de sa santé, mieux comprendre ce qu'est sa maladie et mieux comprendre aussi son projet de vie avec cette pathologie-là. Donc, mais nécessairement en amont, il y a tout ce travail d'accompagnement, de compréhension, d'écoute qu'il faut avoir pour bien comprendre le patient, pour qu'il puisse utiliser ces outils d'une façon efficiente et non pas, comme on a pu le voir à une certaine époque, refuser ces outils. Vous parliez de l'apnée du sommeil, les premiers masques et tout étaient peu utilisés parce que les gens ne comprenaient pas l'utilisation de ces outils et on leur imposait cette façon-là. C'est pas comme ça qu'on arrive effectivement à co-construire et à travailler ensemble. D'accord. C'est intéressant de voir effectivement ces nouvelles solutions aussi comme une forme de co-construction, vous venez de le dire, du parcours de soins. On a aussi beaucoup travaillé sur l'ergonomie de ces applications et de ces dispositifs, sur effectivement comment nous pouvions nous en approprier. Je viens d'une association française diabétique, on a créé un Diabète Lab exprès pour évidemment tester les nouvelles applications, pour pouvoir apporter notre contribution sur l'ergonomie, sur les résultats, etc. D'être des co-constructeurs de l'ensemble de ces nouvelles technologies. Et pareil pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, que ce soit sur les pompes à boucle fermée ou autres, nous avons beaucoup contribué effectivement à arriver à ces nouvelles technologies-là. Et que ce soit la pathologie, je pense que cette procédure-là doit être aujourd'hui actée, c'est-à-dire que les startups, les chercheurs, les scientifiques doivent s'entourer effectivement des associations de patients thématiques pour pouvoir se faire accompagner, pour pouvoir trouver des solutions qui vont permettre non pas simplement de mieux soigner les patients, mais aussi, je pense, de transformer aussi les métiers de professionnels de santé pour enrichir effectivement ces métiers-là.
le métier d'oncologue ou d'endocrino, il y a 15 ans, n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Et dans 10 ans, il ne sera pas le même que celui qu'il a encore aujourd'hui. C'est sûr, ça va changer. Alors justement, Elisabeth, vous allez nous en parler. En tant que radiothérapeute en oncologie, est-ce que vous avez aussi observé cette appétence des patients d'abord pour les solutions d'intelligence artificielle, et vous nous parlerez dans un second temps de leur intégration auprès des professionnels de santé? D'accord. Alors oui, tout à fait. Alors moi, on en parlera tout à l'heure justement de ce que l'on applique au quotidien dans notre routine, mais tout d'abord aussi, lorsqu'on parle aux patients en consultation, moi je développe beaucoup d'essais cliniques, en particulier donc sur des tumeurs cérébrales avec des données multimodales, biologiques, d'IRM, etc. La tendance en oncologie et dans d'autres pathologies, c'est de personnaliser les traitements, puisque même si on va vers la personnalisation, on n'en est pas encore là. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, on monte des essais cliniques pour arriver, in fine, pour le patient A, prédire l'efficacité thérapeutique ou même espérer un jour être capable, sur les données multimodales de diagnostic, de choisir le traitement qui va lui convenir. En fait, on tend vers ça. Et quand on développe des essais cliniques de la sorte, moi c'est ce que je développe à l'ICT Oncopole, les patients sont complètement d'accord. Alors là, je ne sais pas si c'est 70%, je dirais même plus. Oui. Puisqu'en fait, quand on explique aux patients que toutes ces données permettront de mieux traiter in fine soit leur pathologie, soit pour eux, soit pour d'autres qui ont la même maladie, ils sont complètement d'accord. Et donc, ce sera un outil, et notre métier, effectivement, va changer. Et on soignera mieux les patients, on les surveillera mieux, on les soignera mieux, etc. etc. Donc, moi, les patients à qui j'en parle adhèrent complètement. D'accord. Voilà. Vous en parlez régulièrement des sujets qui reviennent quand même assez souvent en consultation avec les patients? Quand c'est les domaines de la recherche clinique, parce que dans les programmes de recherche clinique que je mène, moi, il y a beaucoup de greffés sur ces nouveaux essais cliniques. Il y a beaucoup justement de recherche en intelligence artificielle pour justement permettre de prédire quel patient bénéficiera au mieux de tel ou tel traitement. J'en parle bien entendu aux patients, puisque ça fait partie de l'étude clinique, et ils adhèrent complètement. D'accord. D'accord, très bien. Voilà. Au niveau des médecins, est-ce que cette intégration est aussi simple? Est-ce qu'il y a des réticences parfois encore Alors, au niveau médical, par exemple la radiothérapie, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, là c'est notre quotidien. Ça nous aide beaucoup, ça nous simplifie la tâche. Par exemple, il y a des outils de ce qu'on appelle de contourage des organes à risque en radiothérapie. Bon, le but est de traiter la tumeur des patients et de préserver les organes à risque qui sont autour de la tumeur. Il y a des années, on contourait coupe après coupe sur les scanners ou les IRM tous les organes qu'il fallait éviter. Ça prenait beaucoup de temps. Ouais. Maintenant, avec les solutions qui existent en routine, il y en a plusieurs, ce contour des organes qu'il faut en fait préserver se fait en quelques secondes. C'est ça. Et donc, ça a plusieurs corollaires. Premièrement, c'est que, on a plus de temps pour peut-être mieux s'occuper des patients. Ouais. Voilà, le côté humain, justement, que l'IA ne va pas encore remplacer et qui est extrêmement important. Et donc là, c'est mieux de passer un peu plus de temps avec le patient ou de réfléchir à faire une autre innovation, de la créativité, parce que ça, pour moi, c'est encore le domaine de l'humain. Et d'autre part, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que justement, il y a une normalisation grâce à cet autocontourage qui fait qu'en fait, avant l'ère de l'intelligence artificielle, chaque médecin pouvait contourer de façon différente, avait sa technique, et là, c'est reproductible. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, c'est les résultats, finalement, qui permettent aux médecins Moi, je pense que ça de lever beaucoup de barrières. De beaucoup de barrières, ça optimise et ça augmente la qualité du traitement. D'accord, tout à fait. Gérard, vous avez parlé tout à l'heure de l'ergonomie. Alors, on a une spécialiste de l'ergonomie avec nous. Alors, j'ai oublié de vous présenter. Je suis désolé, Karine Bonenfant, qui est à distance. Bonjour, Karine. Bonjour. Alors, vous êtes en effet experte des affaires réglementaires et qualité des dispositifs médicaux au sein de Strategical SAS, du groupe PLG. Donc vous allez pouvoir nous parler des défis liés à l'intégration de ces technologies dans le parcours de soins. Et alors, justement, Karine, quels sont selon vous les
principales barrières qui peuvent freiner aujourd'hui l'intégration de l'intelligence artificielle dans les parcours de soins? Alors, il y a deux aspects en fait dans l'intégration. Il faut considérer d'un côté les patients, de l'autre côté les professionnels de santé. Du côté des patients, on l'a vu et on adhère pleinement à ce qu'on peut observer en fait dans les études qui sont faites par les fabricants sur le fait qu'il faut former, il faut accompagner en fait ces patients, il faut leur expliquer en fait l'intérêt d'une solution. Il faut également les rassurer dans le fait que ça va pas déshumaniser en fait le contact et dire je vais avoir plus qu'avoir accès à des solutions et puis le médecin à distance ou via des systèmes de interopérables et de communication. Donc non, c'est vraiment les rassurer sur justement recréer du lien avec le patient, mais sur des éléments essentiels, et que ce soit en pré-traitement, en post-traitement, en pré-diagnostic, en post-diagnostic, donc pour suivi, et donc tout au long de leur parcours, de la détection et de l'identification même de leur potentiel risque à déclarer une maladie, jusqu'à éventuellement demain un suivi suite à post-opératoire ou de traitement, et adapter au mieux le traitement à leur contexte clinique, plutôt que de faire des soins, on va dire, un peu plus standardisés. Donc ça, c'est un lien, et en fait, on se rend compte que les patients le comprennent très vite, et pour ça, en fait, les fabricants ont, de par la réglementation, une exigence de faire ce qu'on appelle des études de usabilité, dont a parlé Apnéal tout à l'heure, qui est de dire je dois prendre en considération l'ergonomie et l'aptitude d'utilisation de mon produit par rapport au profil des utilisateurs, que ce soit des patients, que ce soit des professionnels de santé, de façon à s'assurer que le produit, d'une part, va être accessible, compréhensible, clair, et de toute façon qui va s'y adapter aux besoins d'utilisateurs, favoriser finalement l'adoption en fait de ces solutions auprès des utilisateurs destinés à l'utilisation. Et puis voilà. Et un autre point, c'est aussi peut-être voir la complexité que peut avoir certaines technologies, et surtout la disparité entre générations. C'est pour ça qu'en fait, à une même solution, il peut y avoir plusieurs profils, notamment de patients utilisateurs, qui font que voilà, entre des générations, on va dire par exemple une population d'enfants versus une population de personnes âgées qui ont un peu moins peut-être d'appétence ou de facilité dans l'utilisation des technologies. Voilà, c'est essayer de tenir compte en fait de tous ces profils qui vont utiliser ces produits de façon à favoriser l'adoption, qu'elle soit facile, simple, qu'elle n'apporte pas trop de contraintes en fait dans leur quotidien. Sinon, au final, on se rend compte que les patients finissent par un petit peu abandonner et ne puissent plus suivre en fait l'application et l'utilisation de ces solutions. C'est un travail qu'on imagine très en amont de chaque développement de nouvelles solutions. C'est un travail qui peut se faire avec l'association de patients. Avec comment ça marche concrètement? Alors, voilà, en fait, c'est dès le départ du développement. C'est ce qu'on appelle, nous, dans un processus de conception de développement d'une solution. Ce sont des données d'entrée de la conception, d'aller collecter, en fait, des informations concernant les attentes et en termes d'aptitude à l'utilisation en fait d'un dispositif médical, et on incite, ce qui n'est pas toujours fait, mais on incite fortement justement les industriels à prendre en compte et à intégrer dès le départ de leur développement des représentants en fait de leurs utilisateurs, que ce soit via des associations de patients, que ce soit via directement en fait des professionnels de santé, qui soient impliqués le plus en amont, parce que c'est ces personnes qui vont et c'est ces personnes qui seront à mieux de faire les retours en fait sur les besoins, les possibilités, les choix finalement technologiques qu'il faut faire pour permettre à la solution, une fois mise sur le marché, qu'elle répond et qu'elle aux attentes de ces utilisateurs-là. On voit un petit peu trop souvent anciennement en fait des fabricants qui mettaient des produits sur le marché et qui quelques mois après nous disaient on est obligé de faire des modifications, notamment d'interface d'utilisation parce que ça convient pas aux utilisateurs, etc. Donc voilà, nous on les invite très en amont lorsqu'on les accompagne à faire intervenir en fait dans leur dans leur équipe de conception finalement des représentants en fait de ces utilisateurs, qu'ils soient professionnels de santé ou qu'ils soient patients de l'autre côté. D'accord, c'est un travail qui est peut-être plus facile à faire. On l'a vu tout à l'heure, beaucoup de ces solutions sont portées par des jeunes pousses, des médecins, des chercheurs. Est-ce que c'est culturellement, c'est peut-être plus facile pour eux de s'adapter à ces questions qu'un grand groupe qui va avancer sur ces questions?
Alors oui et non. En fait, on a des grands groupes qui ont aussi conscience de cet aspect-là. Je vous dis après cette notion de définition des besoins d'ergonomie des dispositifs, elle est en soi pas nouvelle. Elle existait précédemment dans les anciennes réglementations, un peu moins sans doute explicite et un peu moins challengée. Aujourd'hui, elle est devenue beaucoup parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait y avoir un certain nombre d'incidents d'utilisation, d'incidents qui conduisaient et qui étaient liés à des mauvais usages et parfois et dans certaines circonstances liées justement au manque d'ergonomie en fait de ces produits. C'est pour ça que finalement, alors dire que les jeunes poussent, oui, parce que souvent l'idée est un combo entre un ingénieur qui est capable de développer et un professionnel de santé, voilà, où ils ont une idée ensemble, etc. Ou comme on a vu chez Apnéal, des gens qui sortent de thèse et qui finalement au cours de leur thèse ont découvert que finalement il y avait un potentiel de développement d'une telle ou telle solution, mais très vite en fait, comme ils sentent très vite qu'ils sont pas, aguerris avec tous ces besoins et du contexte clinique, on ressent la nécessité d'aller davantage en fait vers le monde professionnel. Pour les grands groupes, parfois c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont ils ont des médecins, parfois même intégrés dans leurs propres équipes et vont pas forcément à l'extérieur finalement de leur propre organisation, aller chercher des ressources pour pouvoir faire ces études-là d'ergonomie. Mais voilà, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de plus en plus. Dans les premiers temps, on sentait bien que chez les fabricants, faire ces études d'aptitude à l'utilisation, c'était vu un peu comme une contrainte réglementaire, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, ils ont conscience en fait que pour éviter finalement un petit peu des déboires à la première mise sur le marché d'un produit pour finalement faire une reprise de conception parce que le produit ne répond pas aux attentes, il est essentiel en fait de faire intervenir en fait les utilisateurs le plus en amont possible pour qu'ils fassent leur retour. Et d'ailleurs dans le processus justement de mise en place de l'aptitude à l'utilisation, il y a ce qu'on appelle le système formatif, c'est-à-dire tout au long du process, dès qu'on met un élément et une spécification d'aptitude à l'utilisation, on essaye de la tester tout de suite, on n'attend pas de développer complètement le produit pour finalement valider l'ensemble des spécifications d'utilisation, on le fait de manière incrémentale et à la fin, dans le cas d'une étude clinique ou dans le cas d'une étude vraiment dédiée à la usabilité, on confirme en fait que finalement les choix qui ont été pris du point de vue technologie et d'interface finalement répondent à ces besoins. Très bien, merci Karine. Guillaume, entre ces promesses, ces nombreuses promesses, on en voit tous les jours des promesses d'intelligence artificielle en santé, on a toujours l'impression d'une révolution qui va arriver, et la réalité du terrain, il y a quand même un gouffre. Est-ce que vous voyez d'autres obstacles qui peuvent empêcher cette technologie d'être pleinement exploitée, que ce soit à l'hôpital ou auprès des patients ? Je dirais d'abord que la question comme ça est complexe parce qu'il y a beaucoup de réalités différentes. D'abord du côté des patients, beaucoup de situations de maladies différentes. Monsieur Raymond parlait de maladies chroniques. Il y a les maladies aiguës, il y a des déclinaisons des maladies graves, des maladies moins graves. Tout ça pose des sujets à chaque fois différents. Et je pense qu'il y a une pléiotropie dans les besoins et dans les attentes qui est majeure. Et personne n'a de plan, à mon avis, sur qu'est-ce qui va se développer et qu'est-ce qui va pas se développer. Et pour moi, la règle est simple, c'est deux choses, c'est progrès et rentabilité. C'est-à-dire qu'on trouve un système pour que ce soit finançable. C'est ça. Et dès lors que ces deux éléments sont réunis, pouf, la solution émerge et prend. Et donc, Madame Oyal a présenté les éléments d'ergonomie, je pense que c'est fondamental, mais ce sont des éléments... Madame Bonenfant. Bon enfant, pardon. Et qui sont les éléments d'ergonomie sont fondamentaux, mais à un niveau déjà où la solution a pris. C'est-à-dire, ça rejoint un réel besoin. Donc personne n'a le plan en fait. Et Monsieur Raymond donnait l'exemple de la boucle fermée dans le diabète. Pourquoi ça a pris progrès? C'est-à-dire qu'il y a des patients diabétiques de type 1 dont ça a changé la vie, mais vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne vivaient plus. Et ensuite, la marche n'était pas trop haute technologiquement, vu l'état de développement antérieur, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les pompes, il y a eu ensuite la mesure continue, et le bouclage s'est fait avec une marche qui n'était pas trop haute. Et finalement, le système d'assurance a accepté la prise en charge qui était au final... voilà. Donc c'est un exemple de ce qui marche. Qui peut planifier ce qui va marcher ou pas dans n'importe quelle donnée de la santé? À mon avis, personne, parce que ça dépend de ces éléments. Donc ça, c'est le principal
peut-être pas frein, mais aléa, je dirais, au développement. Après, du côté des patients, je pense que tout le monde est demandeur de plusieurs choses assez universelles, mais qui ont déjà été dites. Meilleurs soins, probablement plus d'autonomie aussi, meilleure participation à la prise en charge. Oui, je pense que c'est les éléments, mais progrès, surtout être mieux soigné. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire, Qualité de vie. Voilà, qualité de vie, accès aux soins. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se heurtent à la difficulté d'avoir soit le soin de base dans les déserts médicaux, soit le soin expert. Voilà, donc ça, c'est des besoins de base. Quelles applications vont, avec l'IA, percer pour résoudre ces problèmes? Sur le papier, techniquement, il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire. En pratique, c'est ces deux conditions qui vont faire le job pour je dirais, côté patient. Côté soignant, je dirais que les soignants ont deux attentes. D'abord qu'on leur enlève les épines, voilà, et tous ces problèmes épineux sont principalement, à mon avis, non dissociables du système d'information, fondamentalement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout un continuum entre le système d'information de base, le numérique de base, et l'IA, qui sont pas dissociables sur ces sujets-là, et ça touche à tout ce qui est administratif, toute l'aide médico-technique relative à la prise en charge qui pollue la vie des soignants. Donc ça, si vous faites un micro-trottoir chez les soignants, paperasse, tâches répétitives, manque d'ergonomie des solutions logicielles. Voilà, là il y a une énorme marge de progrès à faire. Techniquement, quand on voit ce qu'est capable de faire l'IA, on se dit mais comment ça se fait que ça se développe pas? Les freins sont financiers d'abord, et ensuite liés aussi à, je pense, à la complexité des systèmes, parce que quand on voit les problèmes de façon un peu générique, on est un peu trop uniciste par rapport à tout arrive en médecine. Quand on est en consultation, l'imprévisible se passe sans arrêt, ça rentre pas dans les cases. Et fondamentalement, le numérique doit faire rentrer dans des cases qui sont les pixels ou les digits, les éléments élémentaires. Donc il y a un moment, vous devez rentrer dans les cases. Et en médecine, on n'est pas encore au niveau où on arrive à faire assez de cases assez fines pour tout rentrer. D'accord. Et ça, c'est vraiment un frein, à mon avis, opérationnel. Voilà. Et au-delà des épines, il y a les espoirs. Et les espoirs, c'est évidemment le progrès. Et ça rejoint ce que je vous disais avant. Dès qu'un progrès se produit, tout le monde adhère. Oui, bien sûr, oui. Voilà. D'accord, ça rejoint aussi un petit peu ce que disait Elisabeth tout à l'heure sur la solution de contourage qui permettent de gagner du temps. Est-ce que vous, en tant que médecin, si vous voulez voir la direction de l'hôpital en disant j'ai cette solution-là qui me permettrait de gagner tant de temps par patient, est-ce que l'hôpital va accepter de financer ou est-ce qu'il leur faut plus que ça? Il leur faut... Ah oui, non, ça se passe pas comme ça. Non. Vous arrivez avec votre idée géniale, on vous dit bon c'est gentil, mais il y a déjà plein de gens qui l'ont eu. Ouais. Ensuite, vous êtes dans une sur ces sujets-là, dans une espèce de société ou d'économie assez complexe où il y a plein d'acteurs, où il faut naviguer. Et avec donc en ligne de mire, au-delà des aspects, on va dire politique au sens noble, il y a les aspects ensuite économiques, c'est-à-dire est-ce que ce sera à court terme rentable. Et sans parler des aspects humains, RH, sur tous les aspects, les développements techniques, c'est des problèmes extrêmement complexes dans la vraie vie. D'une façon un peu globale, les moteurs d'IA, c'est pas limitant pour l'IA en santé. L'IA en santé, pour moi, c'est avant tout des problèmes de santé. Et parce que les moteurs, ils existent, la difficulté, c'est de les implanter dans l'écosystème de la santé qui est extrêmement complexe. D'accord. On peut difficilement accepter, qu'un médecin dans un service utilise cette solution et qu'un autre une autre solution. C'est toujours aussi il y a ces questions d'interopérabilité aussi qui nécessitent à l'hôpital une vraie direction, des vraies décisions. Oui, alors sur ce sujet, moi je suis un adepte de la page blanche en tant que médecin endocrinologue. Le meilleur dossier médical pour moi c'est une page blanche et qu'on laisse tranquille, qu'on ne me demande pas de structurer. Parce que je suis pas là pour remplir des databases, je suis là pour être aidé par des machines. Et les machines aujourd'hui techniquement ont les moyens de structurer à partir d'une structurée. Et donc l'interopérabilité, je pense que c'est technologiquement, en tout cas en théorie, un problème qui devrait être de moins en moins prégnant.
la plupart des outils aujourd'hui sont capables de parser, entre guillemets, les tables, de restructurer les données pour faire rentrer dans les bons formats. D'accord. Non, le sujet est plus celui de la gouvernance, de la politique. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que et de la loi. C'est-à-dire que si vous êtes un soignant dans votre service, vous faites pas ce que vous voulez. Première chose, vous demandez la direction, l'autorisation à votre direction. Donc vous dépendez. D'accord, très bien. On a une dichotomie entre une explosion aujourd'hui des nouvelles technologies, des start-up et de la volonté des médecins, et puis une administration qui est encore restée sur un fonctionnement relativement traditionnel. Et donc, on voit bien quand même que de toute façon, de temps en temps, ça bug. On voit bien ces nouveaux dispositifs. On a parlé tout à l'heure de la marque CE, mais après, pour avoir une certification à la Haute Autorité de Santé, et ensuite, si on veut le faire rembourser, il y a le CEPS. Donc, on passe par des administrations qui sont traditionnelles et qui, effectivement, aujourd'hui, ne correspondent plus aux besoins des patients, au travail des professionnels de santé et à l'organisation d'une façon intelligente, je dirais, du système. Quoi. D'accord. Il y a une révolution structurelle à mener, une révolution culturelle aussi, parce qu'il faut changer les mentalités, mais pas simplement pour les acteurs du système de santé, que ce soit les patients ou les professionnels de santé, mais aussi pour l'ensemble des institutions. D'accord. C'est très clair. Très bien. On va en reparler dans une troisième partie de ces questions réglementaires, ces questions économiques. Tout d'abord, je voulais aussi aborder avec vous l'impact de l'intelligence artificielle sur les parcours de soins. Donc, alors, effectivement, au-delà des promesses qui nous intéressent, c'est vraiment les évolutions qui permettent dans la pratique quotidienne des médecins et dans la vie des patients. Alors, Elisabeth Moyal, vous en avez parlé tout à l'heure avec ces solutions de contourage. Est-ce qu'il y a d'autres solutions aujourd'hui dont vous pourriez plus vous passer? Alors, à ce jour, les solutions de contourage, donc voilà, c'est des solutions qui sont marquées CE, bon, qu'on utilise, de nombreux hôpitaux ou centres de lutte contre le cancer les ont. Après, il y a ce qui est du domaine du développement et de la recherche. Et donc, j'espère à un moment donné, eh bien, avec des applications pratiques et au quotidien. Par exemple, dans mon département, on a des partenariats de recherche là, pour optimiser la prise en charge des patients en radiothérapie. On a des partenariats notamment avec Airbus à Toulouse, puisque ils font de l'intelligence artificielle et pas que. Avec Airbus et une autre compagnie qui s'appelle donc Accuray, qui vend des machines de radiothérapie. Et sur ces deux projets d'optimisation de la prise en charge des patients dans le service, le premier, en fait, c'est d'appliquer quelque part ce que fait Airbus dans la prédiction de panne. Non pas des avions, mais cette fois-ci des machines de radiothérapie, parce que quand vous avez des pannes en radiothérapie dans un service qui traite 3500 patients par an, comme dans mon département, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il faut rapidement se réorganiser pour traiter les patients, pour ne pas qu'ils manquent de séances, etc. Et donc, il y a une désorganisation importante. Donc, pour prédire, comme Airbus, l'aéronautique le fait pour prédire les pannes des avions, eh bien, on a tout un programme de recherche pour prédire, avec les données, ce qu'on appelle les logs des machines, pour prédire les pannes potentielles et changer des pièces s'il le faut avant que la machine ne tombe en panne. Ça, c'est un premier exemple de partenariat que l'on a avec. Bon, là, c'est vraiment de la recherche. Et le deuxième, c'est d'optimiser encore plus, là aussi, la prise en charge des patients, quel patient sur la meilleure machine et le plus rapidement possible. Et là aussi, c'est un autre programme de recherche que l'on a dans le département, là aussi en partenariat avec Airbus. D'accord. Voilà, donc ça, vous voyez, mais ça, c'est encore du domaine de la recherche, mais c'est vrai que à moyen terme, je pense que ce sera complètement applicable. Et là aussi, c'est pour optimiser le soin des patients. C'est toujours, de toute façon, notre but. Bien sûr. C'est toujours le même but, et mieux traiter le patient le plus rapidement possible et avec de la façon la plus performante. C'est une réponse à une problématique qu'on entend tous les jours, quasiment, des difficultés d'accès aux soins, en particulier aux spécialistes. Donc, voilà. Qui vous permettent, donc c'est des solutions là qui vont vous permettre de passer plus de temps avec les patients. D'accord. Exact. Très bien. Guillaume, même question pour l'endocrinologie. Est-ce qu'il y a certaines solutions que vous utilisez aujourd'hui ou qui sont en cours de développement et sur lesquelles vous posez un regard spécifique ?
par rapport à l'amélioration des parcours de soins. Que ce soit sur les parcours de soins, sur votre pratique au quotidien, qui vous font gagner un peu de temps, voilà, quelles sont les solutions qui vous accompagnent? Alors, donc, moi, je dirais que le diabète donc, est un exemple assez particulier de révolution de la pratique dans le domaine de l'endocrinologie. Donc, on a parlé du progrès, mais quand on y pense un tout petit peu, côté médical, c'est un peu nouveau aussi, parce que jusqu'à présent, on demandait aux médecins de calculer la dose, plus 2, moins 2 unités. Ben, oui. Et maintenant, on lui demande surtout de ne plus y toucher. Ah, mais et donc, par rapport à ça, parce que c'est la machine qui le fait, qui calcule. Comment par rapport à ça, il faut voir qu'à moyen terme, ça peut avoir des impacts sur la façon dont le médecin endocrinologue se positionne, c'est-à-dire sur ce sujet-là. C'est-à-dire, est-ce que il y a une évolution où finalement il est remplacé sur cette fonction de réglage de la dose. Et donc, si c'est un progrès, ça doit se produire de toute façon. Ouais. Après, la question, c'est quelle va être l'évolution du métier. Et ce que je pense, c'est que la médecine n'est pas, un processus d'ingénierie uniquement. Il y a une dimension technique qui est certaine. La boucle fermée en est un exemple. Mais il y a plein d'autres aspects qui le distinguent d'un processus d'ingénierie, comme faire voler un avion. C'est que d'abord, le soin n'est pas une juxtaposition de procédures techniques. D'abord, qu'ensuite le médecin adapte les procédures techniques en fonction d'énormément d'entrées qui ne sont pas forcément explicites. Et le dernier point, c'est toute la dimension évidemment humaine, c'est-à-dire la confiance qu'il y a du patient envers le médecin. Et je pense qu'on a toujours dans la logique qui est vraiment légitime au départ de donner de l'autonomie au patient. Il y a une logique d'horizontalisation qui est aussi inéluctable, à mon avis, sans la juger, mais qui, à mon avis, est biaisée par un élément, c'est que les personnes qui réfléchissent ne sont pas malades, souvent. Et quand vous êtes à la place du malade, peut-être qu'il n'y a pas que de la logique. Oui. Et donc, c'est clair. Par rapport à ça, s'il n'y a pas que ça, c'est qu'on a besoin de parler au docteur. Et parler au docteur, ça sous-entend quand même que on a confiance en lui. Et comment on a confiance dans le docteur? C'est qu'il connaît son métier. Et si on lui dit qu'il ne faut plus qu'il touche aux doses d'insuline, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que il a délégué une partie de son rôle à une autre entité. Qui n'est pas dans une logique d'humanité. Et encore une fois, c'est une réflexion qui n'est pas du tout hostile au développement parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Ouais. C'est inapproprié à mon avis de s'opposer. Ouais, c'est pas. Mais par contre, l'objectif est d'amorcer plus une réflexion sur l'évolution du positionnement des soignants et notamment dans la relation médecin-malade par rapport à ces évolutions techniques qui automatise les patients. Et c'est pas trivial du tout d'envisager la suite, les suites possibles, d'autant qu'encore une fois, c'est pas planifiable. D'accord. Oui, on ne soigne pas une pathologie. On ne soigne pas un diabète. On soigne une personne qui a un diabète. Et donc, je pense qu'effectivement, les outils sont techniques, doivent permettre de la technicité, de pouvoir résoudre quelques problèmes. Mais encore une fois, c'est la relation humaine qui doit ressortir beaucoup plus importante. Et donc, effectivement, chacun d'entre nous est tout à fait unique. Sa relation avec son médecin est tout à fait unique. Et les outils doivent permettre effectivement de consolider cette relation-là, ce discours, ce que je disais tout à l'heure, entre un expert scientifique et un expert profane. J'ai toujours dit, et personne ne me l'a remis en cause, que je connaissais mieux mon diabète que mon diabétologue. Le diabétologue, il connaît mieux les diabètes. Moi, je ne connais que le mien, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a une relation qui est effectivement, on va commenter. La machine a mis 2 unités de plus ou 2 unités de moins, on va les commenter.
moi je suis content ou pas content, mais voilà, on va commenter avec le médecin cet écart, pourquoi cet écart, parce que ceci, parce que cela, l'activité physique, etc., etc. Donc c'est ça, ça doit enrichir effectivement la relation du patient et du soignant, mais dans un contexte beaucoup plus, vous l'avez dit, transversal. Non pas un sachant et un ignorant, mais transversal. Et ça s'apprend. Ça s'apprend d'abord pour nous, on n'a pas été formés, mais ça s'apprend aussi pour les professionnels de santé. Et donc ça change totalement aussi le temps entre guillemets, de la consultation, le temps du dialogue, le temps de l'échange. Est-ce qu'aussi il faut que ce soit toujours avec le médecin? Est-ce qu'il n'y a pas une équipe autour, infirmiers, infirmières, pratiques avancées, etc. Donc se reposent ces nouvelles technologies et cette intelligence artificielle repose effectivement l'organisation et le travail en équipe avec le patient. Donc aussi derrière un modèle économique qu'il faudra bien quand même à un moment donné repenser. On voit bien que là on est devant quelque chose que personne ne sait où ça va se terminer, comment ça va se terminer. Nous, on souhaite qu'effectivement ça se termine pour le meilleur de nous tous, parce que ça pourrait très bien se terminer pour le pire, y compris du système de santé, fondé, rappelons-le, sur la solidarité et la répartition. Voilà. Il ne faudrait pas que ceux qui peuvent se le payer se le payent, et d'autres soient laissés sur le bas-côté du chemin. Pour nous, c'est insupportable. Donc ça redimensionne effectivement l'ensemble de l'organisation structurelle et culturelle aujourd'hui. Et je pense que il serait temps qu'effectivement, dans les formations initiales des nouveaux professionnels de santé, pas que les médecins, mais tous les professionnels de santé, on inculque effectivement ces nouvelles technologies, ces nouvelles relations avec l'ensemble des patients. D'accord, il y a la partie relation et la partie explication aussi. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, qu'un patient va vous interroger justement pourquoi la machine a changé le dosage? Et vous, derrière, vous devrez l'expliquer, justement, expliquer comment cette machine fonctionne, comment l'algorithme fonctionne pour faire évoluer les doses? Oui, il y a souvent ce débat sur le côté boîte noire des machines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes IA, entre guillemets, sont entraînés sur de la modélisation statistique, c'est-à-dire explicable, parce que c'est beaucoup moins cher et ça marche très bien. Et après, il y a quand même un certain nombre de domaines où on va sur des logiques qui sont beaucoup plus difficiles d'accès et des boîtes noires. Et ce qu'il faut comprendre en détail, moi aujourd'hui, je commence à être plus tranquille avec ce sujet à deux titres. C'est d'une part qu'on puisse prouver le bénéfice scientifiquement avec les techniques classiques de la recherche clinique. Alors là, il y a quand même un gros inconvénient, c'est que le temps de la recherche clinique est très supérieur au temps de l'évolution technologique. Et on l'a vu d'ailleurs pour la boucle fermée. Moi, je me souviens sur des congrès où on voyait un monsieur d'abord arrivé avec une grosse machine comme ça, mais voilà, il était encore avec les essais avec les stylos, et puis le jour où il arrive avec la petite puce, on était sur les essais avec la grosse machine. Il y avait 4 ans de décalage. Donc il y a un moment, cette collision entre les deux temps va poser problème. C'est-à-dire que si dans d'autres pays ça passe en étant moins regardant, voilà. Donc ça c'est un premier point. Valider cliniquement la relevance. Et l'autre chose, c'est que, par exemple, toutes les technologies de réseau de neurones sont plus ou moins, ont toujours une constante, c'est d'encoder une représentation de la vérité, c'est-à-dire avoir une espèce de représentation de la machine de ce qu'elle a compris. Aujourd'hui, technologiquement, on est capable de faire le processus de décodage qui a conduit à l'encodage, qui permet de voir sur quoi la machine s'est appuyée. Donc la boîte noire, si on voit sur quoi la machine s'est appuyée, ça va. On peut gérer. Non, le sujet est plus, à mon avis, la difficulté du patient expert. Donc moi, je travaille beaucoup sur les maladies rares. On a des personnes qui arrivent avec aujourd'hui des connaissances très pointues. Et si vous n'êtes pas expert du domaine, que le patient sait plus que vous, il faut savoir gérer. Et ensuite, il y a ça induit aussi une modification de la relation potentiellement, notamment dans les débuts de prise en charge, quand on se teste entre guillemets humainement, il peut y avoir une espèce de défiance ou de jeu qui peut être, à mon avis, déstabilisante pour le soignant, éventuellement pour le patient aussi, qui peut partir sur des directions erronées et le médecin peut avoir du mal à faire valoir une hiérarchie des problèmes, notamment en médecine d'adulte. Il y a rarement un problème. En général, il y a 4-5 problèmes intriqués, 10. Et si vous touchez à l'un, vous déréglez l'autre. Ça, aujourd'hui, quand vous avez affaire à un patient expert,
entre guillemets, ça peut être plus difficile que le choix. Voilà. Mais il n'y a pas le choix. Oui, bien sûr. Non. Il faut le faire. Bien sûr. De toute façon, on est obligé d'évoluer. On avait déjà évolué. Enfin, avant l'IA, les patients qui venaient avec ce qu'ils avaient lu sur Google sur leur pathologie, là aussi, c'était un premier pas. Et là aussi, on explique aux patients et encore un peu plus longtemps leur pathologie, ce qu'ils ont lu. On fait cette explication qui prend du temps mais qui est importante. Et la prochaine étape, ce sera la même chose mais avec de l'IA. Mais je pense que c'est exactement le même problème. Elisabeth, c'est un problème. Bon, pour moi, je ne pense pas que ce soit un problème, justement. Non, je trouve que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça change complètement la relation entre le médecin et le patient. Mais je trouve qu'elle est très très bien, cette relation, parce qu'on explique plus et on prend, moi, je trouve plaisir à expliquer pendant la consultation, qui se rallonge, certes, mais elle se rallonge, c'est vrai. Mais on gagne du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on gagne du temps sur une autre partie, sur la technicité peut-être, mais encore une fois, c'est encore la relation humaine qui est extrêmement importante, et où on passera de nouveau plus de temps. Et c'est pas plus mal. N'est-ce pas? Du tout. Vous parlez un convaincu. Voilà. Alors effectivement, dans le milieu hospitalier, on peut concevoir ça comme ça. Dans le milieu libéral, c'est un peu plus compliqué. Elisabeth, je voulais vous demander, donc, par rapport à ce que disait Guillaume sur cette évolution des compétences et de l'expérience des médecins, est-ce que par exemple sur le contournage, est-ce que ça vaut le coup maintenant de former les étudiants à ces techniques de contournage que vous avez pu apprendre, de contourage, pardon, que vous avez pu apprendre? Il vaut mieux parce que effectivement, ça c'est la crainte, c'est que je pense qu'il faut continuer à leur apprendre, mais ils vont pas passer autant d'heures. Par contre, ce qui est clair, c'est que même si le contourage est automatique, on est obligé, et les étudiants, les internes sont obligés, et avec leurs seniors, de vérifier si le contourage automatique est satisfaisant ou pas, parce qu'il peut y avoir quand même des erreurs, et donc de toute façon, ils sont obligés de vérifier derrière si les contours sont satisfaisants. Donc oui, mais c'est vrai que c'est une crainte de perdre cette compétence complètement. Et là, ce n'est que le contour des organes sains. Mais bien entendu, tout le travail d'autosegmentation va évidemment vers l'autocontourage tumoral. Alors là, c'est encore autre chose. D'accord. Très bien. Karine, je voulais vous demander également, alors vous avez beaucoup parlé de l'ergonomie des dispositifs, des solutions d'IA au service des patients. Est-ce que c'est un sujet aussi qui est important à prendre en compte, alors on l'a vu sans doute, auprès des médecins? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que les médecins sont aussi suffisamment pris en compte dans le développement des solutions pour justement faire des solutions qui puissent s'adapter le plus facilement possible à leur exercice au quotidien? Alors oui, d'une part, c'est une exigence en fait de la réglementation aujourd'hui européenne notamment, mais on le retrouve aussi dans d'autres réglementations comme celle aux États-Unis, où le côté facteur humain, utilisateur entre en ligne de compte et doit être pris en compte dès le démarrage de développement en fait de tous ces outils-là. Et quand on parle des solutions d'IA, mais c'est aussi de tout type de dispositif médical, de façon à justement éviter tous ces problèmes d'utilisation, de mésusage qu'il peut y avoir, parce qu'on se rend compte que c'est souvent la cause d'incidents. C'est ce qui ressort en fait des études et des enquêtes sur les statistiques des incidents. Donc c'est un point important au niveau de l'ergonomie à prendre en compte pour faciliter l'usage du produit, mais aussi pour en comprendre finalement, notamment au niveau de l'IA, en comprendre finalement le fonctionnement. Aujourd'hui, il faut être capable pour un fabricant d'expliquer à un professionnel de santé finalement dans cette boîte noire, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui s'y passe. On n'a pas besoin de décortiquer l'algorithme de point par point, mais c'est de ces données d'entrée en fait qui sont utilisées par l'IA, comment toutes ces données d'entrée là sont traitées pour finalement donner la donnée de sortie, de manière à permettre aux professionnels de santé de continuer, de comprendre comment ça fonctionne et de rester critique vis-à-vis du résultat qui est donné par une IA, parce qu'on sait que c'est pas du 100% sûr. Il y a des erreurs qui peuvent être produites, et ça d'ailleurs le taux d'erreur et de confiance doit être fourni en fait à l'utilisateur en termes d'information. Et c'est un élément par exemple dans la réglementation sur l'intelligence artificielle en Europe,
où sur tous ces dispositifs dits à haut risque, il est demandé en fait de fournir cette notion d'explicabilité, donc de fonctionnement, comment fonctionne, comment sont traitées ces données, de façon à permettre, donner une transparence et permettre aux praticiens de rester quand même maître de la situation et de ne pas avoir à prendre pour argent compté une décision qui serait donnée par un IA sans ne plus pouvoir avoir un regard critique sur l'information qui leur a été fournie. Donc oui, ce sont des éléments réglementairement qui sont exigibles et on voit que la réglementation sur l'intelligence artificielle pousse aussi dans ce sens-là. D'accord. Très bien. Karine, je voulais aussi vous interroger sur, après, les défis, on a parlé déjà un petit peu, sur les défis économiques, réglementaires que doivent relever les entreprises pour commercialiser leurs dispositifs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment complexe pour avoir une solution, aussi innovante soit-elle, pour la porter jusqu'au médecin, jusqu'au patient? Alors, en Europe, aujourd'hui, voilà, ça s'est un peu complexifié, on peut dire ça comme ça, non pas plus dans la phase de développement qui finalement, antérieurement, dans les anciennes réglementations, au niveau des directives européennes, on avait un peu ce même principe de maîtrise en fait de toute la partie conception, prise en considération des utilisateurs, prise en considération de la performance clinique et technique. Là où ça s'est complexifié un petit peu aujourd'hui, c'est sur tout le parcours post-développement à la soumission des organismes notifiés parce que l'évaluation et le temps d'évaluation est beaucoup plus long au niveau des organismes notifiés parce qu'il y en avait moins, même si aujourd'hui il y en a plus. Il y a une surcharge de travail au niveau des organismes notifiés, on le sait, parce que les produits antérieurs qui étaient déjà sur le marché marqués CE ont dû repasser aussi, eux, une certification initiale selon ces nouvelles réglementations. Donc oui, c'est un petit peu un parcours long, un petit peu un peu nébuleux pour de jeunes pousses en fait qui démarrent, de façon à avoir ces histoires de système de management de la qualité, d'organisation dans leur entreprise. Elles arrivent, elles veulent développer un processus, elles sont en plein déroulement de développement d'une solution sans forcément la faire de manière assez organisée, structurée et méthodologique pour générer finalement tous les livrables dont ils vont avoir besoin pour pouvoir déposer une soumission au marque HE, parce que le marque HE il est fondé sur de la documentation technique, donc c'est que des données collectées pendant le processus de développement, formalisées, documentées, qui vont être utilisées pendant toute cette phase d'évaluation. Donc, c'est important, en fait, pour ces jeunes entreprises, le plus en amont possible, de pouvoir justement déjà s'organiser dans ce processus-là. On voit trop souvent des entreprises qui ont déjà développé leurs produits parce qu'elles ont eu l'idée et on est obligé, ce qu'on appelle, de faire du rétro-engineering pour revenir un petit peu en arrière sur tout le processus qu'ils ont déroulé de façon à générer en fait la bonne documentation pour ensuite construire le dossier qu'ils auront à déposer dans le cadre du marquage chez eux et qui sera évalué par l'organisme notifié. Et puis après, ils ont tout en place en fait un système, ce qu'on appelle de management de la qualité, qui est le système organisationnel au sein d'une entreprise qui permet de garantir qu'un développement, il va être fait de manière méthodologique, que tout incident qui va être reporté va être traité de manière méthodologique également et systématiquement traité. Donc tout cet ensemble-là peut paraître un petit peu nébuleux au départ au sein des entreprises. C'est pourquoi on a la chance en France, via le plan France 2030 et la BPI, qui ont mis en place un support auprès de ces entreprises-là pour pouvoir les accompagner dans la partie et réglementaire et management de la qualité par des professionnels de santé, des cabinets comme sont Strategical et PLG, pour les accompagner, pour éviter de voir chaque jeune pousse confronté aux différentes embûches qu'il peut y avoir dans cette réglementation-là. On a souvent affaire à des gens très techniques qui développent ou des gens plutôt dans le clinique. Et voilà, ce côté un peu très réglementaire peut paraître un petit peu, nébuleux, mais quand on leur explique finalement que c'est très centré sur le risque et la performance clinique d'un dispositif et en vue de la démontrer, ils arrivent très vite à comprendre que finalement, ce qu'ils développent rejoint très rapidement dans tout ce qu'ils ont fait la réglementation, puisque s'ils mettent un produit dont on ne maîtrise pas les risques, s'ils mettent un produit sur le marché dont ils n'ont pas maîtrisé la performance clinique, ils rencontreront des problématiques et d'adoption ou des problématiques d'incidents et de sécurité sur le marché. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut réussir à essayer d'intégrer, mais le plus en amont possible en fait au départ du développement. Et on se rend compte aujourd'hui que justement ces jeunes entreprises notamment vont chercher des fonds d'investissement et que dans ces fonds d'investissement, les investisseurs sont de plus en plus
exigeants et regardants et ont compris que finalement, s'ils veulent rentrer dans les bénéfices attendus, dans l'accompagnement et le financement d'une entreprise, ce côté réglementaire est un élément clé si on veut pouvoir justement faire la capitalisation qui est prévue sur les années d'accompagnement de ces jeunes entreprises. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus ancré en fait dans tout ce système écosystème et organisation dont très rapidement quand même les jeunes pousses sont informés et accompagnés on va dire dans le bon chemin et pour mettre un bon produit du premier coup sur le marché et obtenir le marquage chez eux dans les meilleurs délais. Alors aujourd'hui, oui, on sait que c'est très long, ça relève des organismes notifiés. Il y a un travail qui est fait par la Commission européenne pour essayer d'améliorer ces points-là. C'est beaucoup plus long que ça ne peut l'être par exemple aux États-Unis sur certaines solutions. Après voilà, il y a aussi une garantie souhaitée en Europe qui est vraiment de démontrer la performance clinique et la sécurité de façon à ce que des solutions soient lancées et qu'elles aient un réel atout clinique et sur lequel les professionnels de santé puissent avoir confiance en fait. Merci Karine. Gérard, également, alors il y a toute cette partie réglementaire dont Karine a parlé. Il y a aussi après la partie mise sur le marché, remboursement avec la HAS, et on voit peut-être aussi certaines difficultés à ce niveau-là et le risque peut-être de voir des entreprises préférer vendre directement leurs solutions, que ce soit aux médecins ou aux patients. Est-ce qu'il y a le risque de voir une intelligence artificielle à deux vitesses ? Il y a des risques aujourd'hui, mais juste avant de faire de l'intelligence artificielle qui n'est pas terriblement intelligente, a besoin quand même de bonnes données. Et donc il faut qu'on puisse recueillir et utiliser la bonne donnée. Donc tout en amont, le réglementaire, mais aussi pouvoir avoir l'accessibilité à des données pertinentes et aux bonnes données. Et effectivement, on voit bien qu'aussi, aujourd'hui en France, on a quelques difficultés, y compris dans la rapidité à pouvoir avoir les bonnes données. Ça, c'est aussi un problème franco-français. Et ensuite, effectivement, on voit bien tout le processus, une fois qu'on a la marque CE, si effectivement le dispositif a un certain intérêt, etc., il faut une certification par la Haute Autorité de Santé, qui aujourd'hui, d'ailleurs, demande à l'association ou aux patients d'avoir une évaluation qualité, dans le cadre de sa certification, au ASMR ou autre. Et donc, et ensuite, effectivement, il y a une discussion de prix avec le CEPS. Et on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, on voit bien quelques industriels qui commencent un petit peu à biaiser cette affaire-là, que ce soit sur la mise sur le marché précoce des médicaments ou des dispositifs, en disant on va pas passer par tous ces dispositifs-là parce que ça va le prendre un temps et puis le prix forcément il sera pas celui que l'on souhaite, et donc directement de vendre directement sur Internet ou par d'autres moyens ces dispositifs-là. Enfin, je me souviens du capteur en continu, de glucose en continu, sur lequel on a fait une grosse pression, effectivement, y compris sur l'administration, mais y compris sur l'industriel, parce que notre crainte était effectivement de le voir se vendre. Il se vendait de plus en plus sur Internet, et au bout d'un moment, on avait calculé que s'il en vendait encore un peu plus, eh bien, le prix de remboursement ne l'intéresserait plus, quoi. Donc il fallait, évidemment, à un moment donné, y arriver. Donc on voit bien cette difficulté-là aujourd'hui, de par notre système, qui est un peu, peut-être, qui devrait lui aussi se transformer. On voit bien certains industriels qui préfèrent carrément partir sur d'autres modèles, des modèles économiques, libéraux, totalement, vraiment, vendre sur Internet et autres. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des dispositifs médicaux, puisque j'ai l'impression qu'il y a quelques médicaments. Également. Sur l'obésité détournée, hors AMM, qui commencent à être vendus sur Internet aussi. Et donc, on voit bien que là, on a quand même un risque sur notre modèle de santé et social qui a été bâti comme cela. Il y a un vrai risque et il y a quand même une réflexion qu'il faut mener. Tout à fait, d'accord. Merci Gérard Raymond, on va terminer sur cette note de vigilance. Karine Bonenfant, merci. Guillaume Assier, merci. Elisabeth Moyal, merci. Merci de votre disponibilité et merci de nous avoir regardé donc, pour cette deuxième édition du cycle IA et Santé. Je vous donne rendez-vous dans 2 mois, ce sera le 19 mai pour un prochain numéro sur la recherche et le développement. Voilà, l'intelligence artificielle au service de la recherche et du développement en santé. Merci beaucoup et à très vite.